Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, on s'intéresse à deux entreprises familiales qui durent. Trois invités sont avec nous pour cela. Fabienne Picard est la présidente directrice générale de la confiserie des Hauts-de-Vosges à Plainfin. Elle est accompagnée de Jean-Marie Claude-Pierre. Son papa est fondateur de l'entreprise en 1986. À leur côté, Michel Moine, fondateur de la Maison Moine, productrice surtout de vins de rhubarbe. Deux entreprises familiales qui durent et qui se transmettent, qu'on découvre pendant 26 minutes. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. On va revenir sur ces entreprises en long, en large, en travers. On a 26 minutes, c'est assez court quand même pour revenir sur autant d'histoires. Jean-Marie, on va commencer avec vous peut-être. 1986, la création de la CDHV. Et pour autant, vous n'étiez pas forcément prédestiné à cela puisque votre famille était plutôt dans le côté forestier, c'est bien ça? Oui, donc je suis né d'une famille de débardeurs forestiers où je travaillais avec mes frères et mon père et mon papa, quoi. Et puis avec mon mariage en 1973, j'ai bifurqué dans la confiserie parce que mon beau-père était vendeur de bonbons sur les marchés, comme le grand-père de ma femme également. Et voilà comment ça se fait. Je suis parti sur les marchés. En 1976, je me suis mis à mon compte pour vendre des bonbons sur les marchés. Voilà. Et puis ensuite, bon an, mal an, comme on peut dire, j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Et notre fournisseur à l'époque était à Épinal, c'était la confiserie des images d'Épinal. C'était Jean Didier, qui s'appelait exactement. Et prenant donc sa retraite, j'ai donc bien sûr ambitionné donc de racheter son affaire. Alors pour ça, j'étais obligé de reprendre toute sa clientèle et moi je voulais vendre que moi-même. Et là, ce n'était pas possible. Donc il a fallu que j'associe mon frère et ma sœur pour faire une SARL, la confiserie des Hauts-de-Vosges, qui a été créée en 1986 sur le rachat de la confiserie des images d'Épinal. Voilà, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire tout seul, quoi. Fallait, vraiment une entreprise familiale dès le départ, finalement. Dès le départ, on était trois au départ. Quel souvenir vous gardez de ces débuts? Assez difficile quand même, assez difficile, mais des bons souvenirs. Des bons souvenirs parce qu'on a une bonne cohésion familiale. Enfin, à part ma maman qui est décédée, qui n'était pas du tout d'accord que j'emmène mon frère, que je débauche mon frère des débardages pour venir avec moi. Elle était plus d'accord que j'emmène ma sœur, mais pas mon frère. Mais enfin, soit, voilà. Mais autrement, une bonne cohésion familiale qui a fait qu'on a pu quand même avancer très rapidement dans la fabrication et dans la vente. Alors on va revenir sur l'histoire ensuite. Michel, de votre côté, cette rhubarbe, finalement, ça aurait dû être de l'endive au départ. Ah oui, c'est vraiment le hasard. Attendu que j'étais éleveur de veaux et de porcs, et donc quand on a commencé, c'était l'élevage de veaux et de porcs, et puis il y a eu la crise du veau, et on s'est destiné plutôt à aller vers les productions animales. Et donc j'avais une très belle porcherie qui était bien isolée, etc., un beau bâtiment qu'on pouvait transformer en forcerie d'endives. Pour ce faire, on va à Liège, en Belgique, parce que là, c'est quand même, ils sont forts dans l'endive de production en salle. Donc on est reçu par une famille d'endiviers très, très sympa, les données techniques, tout. Et ils avaient pour voisin un jardinier qui était maraîcher à Liège, au centre de Liège, et qui était venu nous retrouver. Et à travers notre propos, il assistait, il participait à nos débats, on va dire. Et il dit, mais écoutez, vous faites des pommes de terre, vous voulez faire des endives, et puis, ben alors, moi j'ai quelque chose pour vous. Mes pieds de rhubarbe commencent à sortir dans mon jardin, que je viens de vendre pour faire un terrain à bâtir. Et puis, ça me rend quand même... Ils sortent tous, et puis là, ils vont être passés par le bulldozer. Alors, vous devriez me les acheter. Et donc, j'ai dit, ben non, je suis désolé, je ne suis pas venu pour ça. Puis, vous savez, je vends des pommes de terre, je vendrai des endives. Mais à la campagne, personne ne sera intéressé par de la rhubarbe. Ah, mais si, vous verrez. Alors, toute la journée, il revenait avec sa petite musique. Et moi, je sentais bien qu'il voulait vendre ses pieds de rhubarbe. Et il a bien senti que moi, je ne voulais pas les acheter. Alors, à la fin de la journée, on a quand même trouvé un terrain d'entente, pas trop cher. Et j'ai dit, je vais vendre en frais. J'ai ramené les pieds de rhubarbe. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais passé le marché le mercredi. Le vendredi, j'allais avec mon camion à Liège pour charger les racines. Alors, il faut sortir les racines. Les racines de rhubarbe, c'est quand même assez lourd avec la terre. La pelleteuse était là. Alors,
idéal. La pelleteuse, le camion a été chargé, tous les pieds de rhubarbe chargés. Je vais à la frontière et hop, on m'arrête. Il était 15 heures à la frontière belge. Ils me disent « Ah, mais vous ne pouvez pas entrer vos pieds... vous ne pouvez pas entrer vos pieds de rhubarbe, hein, il faut que le vétérinaire vienne. » Et puis, il vient à quelle heure, votre vétérinaire? Il était 16 heures, là, à peu près cette heure-là. Il vient à 18 heures. Bon, ben, je vais attendre, je vais me reposer dans le camion. Et puis, à 18 heures, pas de vétérinaire. 19 heures, pas de vétérinaire. 20 heures, je vais cogner à la cabane des douaniers. Il n'est encore pas là, mais on ne sait pas. J'ai dit, vous ne savez pas, hein, ma marchandise est en train de chauffer parce que c'est des végétaux entassés. Alors, il viendra le contrôler à raser. Je rentre. Vous êtes parti avec vos pieds de rhubarbe? Avec les pieds de rhubarbe. Et exactement, je les ai versés dans la cour de ferme pour qu'ils s'aèrent. Et puis, on les a plantés le lendemain, avec l'objectif de les vendre en frais seulement. Et 35 ans après, c'est donc du vin de rhubarbe que vous produisez toujours. Et il n'y a jamais eu d'endives, finalement, ou si? Si. Il y a quand même eu des endives. Oh, bah oui, on produisait 600 kilos d'endives par jour en hiver. Donc, voilà. Et petit à petit, la rhubarbe a pris le dessus. Oui, puis les endives, nous, on y allait. Mais quand mes fils ont voulu reprendre, ça ne les intéressait pas trop de faire les endives. Il faut dire que le marché était sous pression avec peu de rentabilité et beaucoup de main-d'œuvre. Donc, c'est la rhubarbe qui s'est développée, mais simplement en disant mais nos ancêtres faisaient du vin de rhubarbe et donc on va en faire un peu pour nous. On a commencé avec 2 tonneaux et pour la famille, puis un peu donner aux amis. Et voilà comment ça a commencé. Fabienne, à quel moment vous avez décidé de reprendre ou en tout cas de venir dans l'entreprise? Est-ce que c'était une évidence de reprendre cette entreprise familiale? Alors, moi, j'ai passé ma jeunesse avec mon père. Hein, donc, il allait livrer, j'allais avec lui. Il allait au marché, j'allais avec lui. Tout était prétexte pour que je sois avec papa. Donc, en gros, je m'intéressais déjà à l'entreprise. Quand la confiserie est née, j'avais 8 ans. Donc, à 8 ans, voilà, je trouvais que c'était vraiment intéressant ce qui s'y passait. Bon, déjà, les bonbons... Plutôt intéressant quand on a 8 ans. Comme tout enfant le serait aujourd'hui. Mais je trouvais intéressant... ses livraisons, parce qu'il allait livrer à Belfort, il allait livrer à Nancy, il allait livrer à Strasbourg. Alors moi, j'allais dans la camionnette avec papa, et puis alors il me parlait de plein de choses, de ses clients, et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et j'aimais beaucoup le marché. J'ai toujours aimé vendre les bonbons, depuis toute petite. J'aimais beaucoup les gens, j'aimais bien discuter. Je trouvais que c'était vraiment super de faire le marché. À tel point qu'à 18 ans, je lui dis, je prends la camionnette, je vais faire le marché toute seule. Il me dit, oh, tu vas pas conduire la camionnette? J'ai dit, mais pourquoi pas? Mais enfin, bon, ta sœur, elle a jamais conduit de la camionnette. J'ai dit, mais je m'en fous, moi. Je prends la camionnette, je vais au marché toute seule. Donc, j'étais passionnée par la confiserie très, très tôt, en fait. Très vous vite. Validez, hein, Jean-Marie, je vous vois à qui c'est. Oui, non, mais c'est sûr, oui. Oui, ben, ma femme me respectait parce que tu te rends compte, tu la laisses partir toute seule. Elle n'a jamais conduit la camionnette. Ben, je dis, ben, ça débrouillera. Il faut réussir à conserver l'ADN de l'entreprise tout en évoluant avec son temps aussi. C'est peut-être ça le plus grand défi, en gardant finalement ce que votre papa a fondé. Oui, alors en fait, c'est une chance extraordinaire de pouvoir reprendre une belle entreprise qui fonctionne, qui a déjà bien ses racines à plein fin. Donc ça, tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc pour ça, je remercie bien sûr mon père et son frère et sa sœur, la famille. Je pense que créer, c'est très difficile. Après, reprendre, ça a aussi sa complexité, parce qu'on pourrait se dire, oh, bah, c'est bien, ça marche, et puis hop, on continue comme ça a toujours été. Mais bon, après, je pense qu'entreprendre, c'est aussi des challenges. Donc, un entrepreneur, à mon avis, doit être quand même quelqu'un qui aime les challenges. Et donc, moi, j'avais envie d'apporter... en fait, j'ai envie de faire perdurer ce qui a été créé, bien évidemment, mais en ajoutant ma touche à moi. Votre touche personnelle, bien évidemment. Ça a été facile, finalement, de trouver sa place quand on reprend une entreprise familiale. Vous l'avez trouvée très naturellement, finalement. Je l'ai prise, en fait, en disant, je suis une fille, mais c'est pas grave, j'ai le droit quand même. Bon, après, c'est sûr qu'on est aujourd'hui dans des ères où les femmes deviennent chefs d'entreprise, c'est plus courant, mais c'est pas forcément dans les schémas. Hein, et en plus, mon père, il a eu 4 filles. Alors, il s'est fait 4 fois challenger par ses filles, puisque mes sœurs, elles ne sont pas avec moi, mais elles sont tout autant, elles aiment aussi les défis. Donc, pour lui, ça a été un défi d'accepter les défis de ses filles.
Ça a Je été pense. facile d'accepter qu'elle reprenne Ah, ben bien sûr. Ah, ce oui, poste. très facile. Mais par contre, c'était plus difficile pour moi d'arrêter de commander. De prendre du que- recul. Voilà, de prendre du recul. Parce qu'en fait, quand on a l'habitude de commander, on ne s'aperçoit pas que je marchais sur ces plates-bandes, quoi. Disons que moi, je passais, je donnais des ordres, mais elle était passée à moi, elle en avait donné d'autres. Après, elle m'a dit, écoute papa, il faut savoir si c'est toi qui commandes ou si c'est moi. Si c'est toi qui commandes, je m'en vais. Ben, j'ai dit, oh là là, tu t'en vas pas, c'est bon, je vais faire attention. Alors maintenant, je vais faire attention. Est-ce que vous avez quelque chose, Fabienne? Non, elle n'a rien dit. Bon, alors là, je peux ramener mon petit grain de sel. Mais si elle a dit quelque chose, je ne vais surtout pas contredire ce qu'elle a dit. Non, je Et fais donc, ça fait attention. 10 ans maintenant que vous êtes à la retraite. Oui. 10 Tu ans, es vous occupez devenu de- aviculteur un peu, parce que ça t'apprend à marcher sur des œufs. Oui, exactement. Michel, vous aussi, vous Exactement. avez transmis. Alors, c'est 25 ans que vous êtes à la retraite, Michel. 20 ans. 20 ans, pardon. J'ai dit 25 tout à l'heure, mais c'est 20 ans que vous êtes à la retraite, pardon. Vous avez aussi transmis, et finalement, à vos fils Oui. notamment, hein, entre autres. Naturellement, dans un premier temps, déjà avant qu'ils prennent l'affaire derrière moi, ils étaient déjà exploitants agricoles. Je leur avais cédé toute la partie production agricole. On a une ferme d'une centaine d'hectares, donc on cultivait les pommes de terre, les endives, les céréales, la viande bovine, tout ça, c'est mes fils qui avaient repris ça. Donc après, quand j'ai arrêté ma société, la SARL Michel Moine, c'est eux qui ont repris et qui ont fondé Moine SAS. Donc ça s'est passé naturellement, évidemment, parce que Damien, qui s'occupe un petit peu des fabrications, était avec moi. J'ai pu le briefer avec... et puis un cahier, des applications, les règles, etc. Donc il pouvait se plonger. Là, ça s'est transmis facilement, quoi. Et vous avez réussi à prendre du recul? Ah oui, assez facilement quand même, hein. J'avais un projet d'autres activités dans le domaine immobilier. Et puis, moi, je voulais leur laisser toute latitude. Dès le début, il n'y avait pas de conditions, etc. Donc, j'ai laissé partir avec les moyens qu'il y avait, évidemment, qui étaient déjà de belles structures au départ, quoi. Donc, ils avaient qu'à enfourcher la monture pendant la... Alors, on va préciser qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui parce qu'il y a des portes ouvertes à la fin de cette semaine et donc il y a beaucoup de travail sur l'exploitation. C'est Ah pour oui. ça que vous êtes Oui. tout seul avec Mais nous oui, aujourd'hui. j'aurais Mais on pu- les recevra à une autre occasion. Travailler en famille, c'est une force pour vous, Fabienne? Oui, bien sûr, il y a la force évidemment familiale qui, on tire le bateau tous dans le même sens, hein. L'idée, c'est que l'entreprise, elle fonctionne bien, puis que tout le monde y trouve son compte. Donc, comme vous dites, il faut prendre sa place. Donc, je pense que nous, on est une famille quand même de bosseurs. On a été élevés dans le travail. Donc, on n'a jamais compté ni nos heures, ni nos jours. Et tout ça pour l'entreprise. Je pense que de toute façon, le travail paye, hein, effectivement. Et la famille, elle est soudée. En cas de coup dur, bon, même si c'est sûr que c'est pas rose tous les jours, on se chamaille, mais ça, c'est normal. Mais il vaut mieux se chamailler et se dire ce qu'on pense que ne plus se parler et puis qu'il y ait rupture. Alors là, c'est la catastrophe. Donc oui, c'est plutôt une force qu'une faiblesse. Vous me le disiez avant Oui, cette oui. émission, Oui, pour oui. vous, ça a toujours été un atout finalement, de Voilà, travailler en c'est ça, famille. oui. Ah ben, du fait qu'on est quand même en famille, il y a quand même toujours une dizaine de personnes de la famille dans l'entreprise, ça fait quand même beaucoup de monde. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on peut quand même compter sur eux, quoi. C'est-à-dire que c'est plus facile de travailler en famille quand on s'entend que si on ne s'entend pas. Que l'inverse, ça Voilà. c'est sûr. Aujourd'hui, vous êtes combien de salariés? Alors, on est 48 équivalents temps plein pour 2024, mais on a toujours des alternants, des apprentis, parce qu'on forme, hein, on a toujours formé. Donc, avec les apprentis, en ce moment, on est 58. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la fabrication des bonbons depuis 1986? Alors, beaucoup de choses se sont améliorées, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le naturel, avec les arômes naturels, les huiles essentielles. C'était déjà le cas au démarrage, mais on a vraiment amélioré les ingrédients. On achète en circuit court, donc notre sucre vient d'Alsace, le sirop de glucose de Marc Olsen. Donc ça, c'est pareil, c'était déjà des achats autrefois qui étaient faits en Alsace, mais qu'on conserve. Aujourd'hui, on pourra acheter du sucre Bien partout, sûr. hein. Et puis, on a une huile essentielle qui est faite dans les Vosges. Donc ça c'est vraiment bien. Sur la fabrication en elle-même, on n'a pas changé le process, non. Par contre, ce qu'on a modifié, ce qu'on a pu améliorer, c'est évidemment la façon de vendre nos bonbons, avec notamment le développement de notre site internet, mais ça fait déjà maintenant 20 ans. Hein, Ça passe? c'est les tout débuts d'Internet.
Et puis une commercialisation qui est plus tournée vers l'extérieur, avec les salons sur Paris que Bernard avait déjà commencé à l'époque, et que Pascal, avec qui je suis associée aujourd'hui, mon cousin, continue. On reparlera du salon de l'agriculteur juste après. Axertini, il faut composer avec la météo aussi, forcément, pour la rhubarbe, parce qu'on a moins à faire avec les bonbons, oui. clairement. Ça a nécessité, ces dernières années, des changements, des évolutions. Est-ce qu'on repense différemment, ou en tout cas, est-ce qu'ils ont repensé cette production? C'est difficile. Bon, il y a les projets, il y a des projets peut-être de trouver d'autres variétés qui soient beaucoup plus résistantes à la sécheresse et à la luminosité. Il faut dire que quand j'ai commencé il y a 20 ans, ça allait vraiment bien, le climat était toujours avec nous. Et maintenant, le rayonnement solaire arrive à brûler les feuilles. Alors on est au-delà de la sécheresse et on est dans la combustion presque des éléments vitaux de la plante. Si la feuille disparaît, la plante elle est en sous-capacité évidemment. Donc là, il faut essayer de trouver des variétés plus précoces avant que le début de l'été se fasse trop marqué. Malgré tout, on peut combiner aujourd'hui artisanat et exigence commerciale aussi, parce que derrière, il faut vendre. Exactement. Mais disons que ça, c'est très lié, mais c'est passionnant. Je suis comme Jean-Marie qui disait moi, il faut que je vende moi-même. Moi, toutes mes productions, tout ce que je voulais développer, je voulais absolument maîtriser les conditions de vente et ça me passionnait. Donc, élever mes porcs, j'allais les vendre. Élever mes veaux, j'allais les vendre dans Lyon. J'avais trouvé des beaux marchés. Vendre mes pommes de terre, je vendais à 26 supermarchés sur les Vosges. Je maîtrisais absolument, et sans être visionnaire, mais je savais que je pourrais réussir à vendre les produits que je faisais, quoi. Quelle quantité de production aujourd'hui ? Au niveau de la rhubarbe, c'est 40-50 000 bouteilles, déclinées en différentes versions, pétillantes, tranquilles, moelleux, secs. Et puis les jus de pommes, alors les jus de pommes, c'est 50-60 000 bouteilles aussi. Alors à noter que cette année, on a eu l'honneur d'avoir une médaille d'or au concours agricole à Paris avec notre jus de pommes pétillant. Eh bien, la transition est toute faite. Merci Michel. On va poursuivre dans un instant, mais on va faire un petit tour justement au Salon de l'Agriculture avec Marie-Danielle Rogovitz et Ludovic Bizilia. Le Salon de l'Agriculture, c'est aussi une vitrine de l'excellence des terroirs. Et dans le pavillon des saveurs de France, depuis 2 ans, le département investit dans 50 mètres carrés aux couleurs de la marque Je vois la vie en Vosges, avec une épicerie partagée et un retour sur investissement espéré. C'est le but, c'est pas de faire un coup, entre guillemets, sans lendemain. L'objectif, c'est de concrétiser dans le temps avec un suivi et que leurs produits puissent être vendus tout au long de l'année. C'est une épicerie partagée, donc ça permet à des producteurs de venir, pas forcément les 10 jours, mais justement de se relayer pour mettre en avant les terroirs vosgiens. Et justement, dans cette épicerie, on peut profiter d'une dégustation vachement givrée au goût vosgien. Cette année, on a emmené une crème glacée au sapin des Vosges et une crème glacée au miel du rucher des 3 provinces à la Marche. Après une première expérience, Amandine, elle s'est lancée en individuel, proposant ses plats cuisinés en bocaux et des pasta box spécial salon. Les gens ne connaissent pas forcément le Minster chaud. On connaît le nom, mais pas forcément chaud. Les gens prennent nos petits flyers pour pouvoir commander en ligne, viennent nous voir. Le concours général agricole distribue aussi ses célèbres feuilles de chêne. La famille Malnori, pour la 2e fois consécutive, a obtenu la médaille d'or pour son jus de pomme. Ça nous coûte une certaine somme de représenter nos produits, mais là on a la reconnaissance. Pour moi, c'est merveilleux. Des grands noms de l'agroalimentaire du département, la fromagerie de l'Ermitage, la charcuterie Pierrat et la confiserie des Hauts-de-Vosges, pour cette dernière 22 ans de présence, ne manquent jamais ce rendez-vous parisien. Je suis venue par hasard et du coup j'ai goûté et franchement c'est très bon donc je prends. Bien sûr que je connais, ça fait des années, au moins 20 ou 30 ans et je suis même allée visiter l'usine il y a très très longtemps. Alors, les visites, justement, Fabienne, Jean-Marie, les visites, qu'est-ce que ça a changé ou en tout cas, quel a été l'objectif avec ces visites quand vous les avez mises en place ?
Alors, quand on a mis en place les visites, en fait, on les a mis en place sur le doute que les gens avaient quand ils venaient au magasin, un petit magasin qui faisait, à l'époque, même pas 20 mètres carrés, quoi. Et où ils disaient, mais vous ne fabriquez pas tout ça ici? Ben si, on fabrique ça ici. Oh, les petits jeunes, on était jeunes à l'époque. Ouais, ben, ils ne croyaient pas, quoi. Alors donc, avec le doute, on a dit, ben, vous voulez voir? Ben, ils ont dit oui. Et quand on s'est aperçu qu'ils achetaient le double que ce qu'ils achetaient au magasin quand ils n'avaient pas vu, on a dit, là, on a quelque chose à faire. Et donc, on a ouvert nos portes aux visites. Et c'est grâce à ça qu'on a pris une évolution alors terrible. Hein. C'est combien de visiteurs chaque année, actuellement? En 2024, on a reçu 300 000 visiteurs. Donc, oui, en fait, on est l'entreprise agroalimentaire la plus visitée de France. D'ailleurs, on est souvent cité pour les entreprises qui veulent ouvrir leurs portes aux visiteurs. On est souvent cité comme exemple. Alors après, c'est vrai que l'ouverture des portes a entraîné beaucoup de travaux et de changements parce qu'on est devenu un établissement recevant du public, hein, donc un ERP. Donc, c'est plus les mêmes normes. Donc, tout au long de sa vie, la confrérie s'est adaptée au flot incessant de visiteurs toujours plus nombreux à venir nous voir. Et elle s'adapte encore aujourd'hui, hein, parce que vous êtes en pleine période de travaux. Expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce que vous faites Oui, alors aujourd'hui, les travaux, le bâtiment qui est en train de se construire, il est justement là dans le but de mieux accueillir nos visiteurs, apporter une visite encore plus intéressante, encore plus ludique, plus féerique, et puis surtout pouvoir... vous savez, quand vous accueillez 300 000 visiteurs par an, alors l'idéal, ce serait que, comme on ouvre 300 jours au public, qu'on ait 1000 visiteurs par jour, mais c'est pas comme ça que ça marche. Au dépend, on a toujours le gros flux en même temps, c'est-à-dire les vacances scolaires, les ponts, les week-ends. Donc il faut pouvoir aussi être en mesure de bien accueillir nos visiteurs, de leur apporter une satisfaction entière dès l'instant qu'ils ont garé la voiture jusqu'à temps qu'ils repartent. Alors aujourd'hui, la confiserie, malgré ses multiples extensions, est un peu trop petite. Donc on a, pour nos visiteurs, on est en train de recréer un bâtiment qui sera relié au bâtiment d'origine. Le bâtiment actuel, oui. Par une passerelle, puisque évidemment, vous savez, nous, on a la départementale 23 devant, on a la Meurthe derrière. Donc voilà, il faut relier le nouveau à l'ancien. Donc il y aura une passerelle qui va relier nos bâtiments. Et ça, c'est prévu pour quand alors? Là, on est vraiment en plein dedans. La toiture, elle est terminée. La dalle est coulée. On va commencer à faire les cloisons. Il y a du travail parce que non seulement on remet en place 3 laboratoires de fabrication supplémentaires, mais on fait aussi toute une scénographie qui va immerger le visiteur dans l'univers du bonbon. Donc, je pense qu'on a encore pour une année de travaux. Pour terminer, on aimerait bien ouvrir cette saison l'année prochaine. D'accord, si tout va bien. On en reparlera dans un an. Ça permettra pas de produire plus. L'idée, j'imagine qu'il y a déjà une grosse production, c'est de pouvoir surtout avoir plus de place et accueillir mieux. C'est bien les ça, deux, en fait. On pourra fabriquer plus si nécessaire. Et surtout, on pourra mieux accueillir nos visiteurs. Parce qu'actuellement, ça représente quoi en termes de fabrication par an? Alors, en 2024, on a fabriqué 480 tonnes de bonbons, fabriqués et vendus nous-mêmes, sans passer par les discounters. Donc, on travaille ni avec Lidl, ni Aldi, donc pas de supermarché du tout, hein, ni Cora, encore n'existe plus, mais ni Carrefour, ni Leclerc. Donc, uniquement en vente directe, principalement notre magasin pour la moitié. Notre vente par correspondance, puisqu'on a un catalogue et un site internet, comme je vous le disais, donc qui représente à peu près 25%. Puis bien sûr, nos foires, nos marchés, nos salons. Et le salon d'agriculture, notamment. Le salon d'agriculture, qui est toujours un moment très fort pour l'entreprise. Puis on a quelques boutiques qui remontent nos bonbons, mais c'est vraiment des boutiques qui sont axées produits régionaux, produits du terroir. Donc, j'ai envie de vous dire, sélectionner quand même sur le volet. Et puis, bien sûr, la boutique Je vois la vie au Vosges Terroir, à Gérardmer, qui représente notre entreprise depuis 2001. Alors, on est bientôt au terme de cette émission, mais on va quand même parler de ces boîtes que vous avez apportées devant vous, parce que ça aussi, ça a été une évolution dans l'entreprise, une nouveauté, puis quelque chose qui fonctionne. On voit qu'elles sont déclinées. Expliquez-nous, dites-nous, quelle était l'idée derrière ces boîtes? Jean-Marie, Fabienne Si je peux commencer, donc par le fait on a créé déjà ces petites boîtes-là, il y a déjà plusieurs années, mais par contre on les achetait imprimées. Alors aujourd'hui on les achète toujours imprimées, mais la demande était aussi de faire imprimer des boîtes pour des entreprises. Et là, il y avait un problème qui se posait, c'est qu'il fallait prendre un nombre considérable et attendre minimum 5 semaines, voire 6 semaines avant d'être livré. Et les entreprises n'attendent pas 5-6 semaines.
Alors donc, voilà pourquoi on a décidé, Fabienne a décidé, d'acheter une imprimante ultra moderne et dernier cri, comme on peut dire, qui nous permet donc d'imprimer ces boîtes-là, que l'on fait aussi pour Je vois la vie en Vosges, par exemple. Voilà. Prenez-les en main, n'hésitez pas. Oui. Vous pouvez nous en montrer quelques-unes. Voilà. C'est pour nous, vous savez qu'on est ambassadeur des Vosges depuis. Papa était dans tous ces réseaux déjà depuis longtemps pour promouvoir les Vosges, parce qu'au-delà de vendre nos bonbons, on fait aussi la promotion des Vosges. Quand on va à Paris, évidemment, vendre nos bonbons, on parle du massif, on parle des Vosges, donc on est ambassadeur des Vosges. Et on adhère à la marque Je vois la vie en Vosges Terroir depuis sa création. Donc on était content de ce projet-là, de pouvoir faire des boîtes aussi à l'image du département, donc avec des illustrations de Sarah Telet. Donc on fait 5 boîtes avec la marque Je vois la vie en Vosges. Et là, c'est formidable parce que les vacanciers qui viennent chez nous, les touristes, ils vont offrir la marque Je vois la vie en Vosges. Donc les petites boîtes, ça coûte 3,60 €, c'est assez facile à offrir et c'est un très bon vecteur de communication. La boîte de poche est le meilleur vecteur de communication qu'on ait, nous. Et puis, quand vous offrez des bonbons, les gens sont toujours très contents. Donc, en général, c'est plutôt un cadeau qui est apprécié. Et puis, du coup, aujourd'hui, on décline. Alors, évidemment, là, on a fait des boîtes pour Claude Vanoni, pour ses 90 ans. Un ambassadeur aussi, cet été, un ambassadeur des Vosges. Tu es aussi allé à l'Olympia parler des Vosges. Oui. Et donc, on s'est fait une petite boîte aussi pour le PV, puisqu'on a reçu le label Entreprise du patrimoine vivant, là, au mois d'avril. Donc c'est une belle reconnaissance de l'État qui montre notre savoir-faire d'excellence et puis qui met en avant la confiserie des Hauts-de-Vosges parmi les 1200 entreprises françaises qui l'ont. Donc on est plutôt assez peu nombreux à l'avoir. Et puis on a dernièrement aussi eu l'idée de faire des boîtes à caractère solidaire. Donc là en ce moment on voit la boîte de la bande à Tacarine, qui est une association de Nancy qui œuvre pour des enfants en difficulté. Donc on redonne 10% de notre chiffre d'affaires à l'association. Donc on peut aussi, à travers nos boîtes, vous voyez, avoir un engagement solidaire et gagnant-gagnant, puisque la vente des boîtes, ça fait connaître l'association, donc les gens pourront aller voir l'association, et après, nous, on donne 10% de nos ventes, donc au moins, on va faire un don, mais qui découlera des ventes qu'on aura faites avec eux, donc c'est formidable. Et c'est un très bon vecteur de communication. Les boîtes, c'est vraiment une boîte de poche et ça s'emmène facilement. Aujourd'hui, combien de sortes de bonbons de confiserie dans votre gamme? Est-ce que on est presque à 50 sortes parce qu'on a aussi développé des bonbons sans sucre. On a décliné les brisures de bonbons. C'est qu'on casse toujours nos bonbons, donc on a les brisures, on a les brisures en vrac, les brisures en dosette. On a développé des nouveaux parfums. Et oui, on est quasiment à 50 sortes de bonbons. Et toujours dans l'idée de promouvoir notre massif, on donne aussi des sacs coton à nos clients qui sont faits chez Tantoret, donc à Eloi. Vous voyez, on reste vraiment dans le local, le circuit court au maximum. On va finir, Michel, vous avez 1 minute pour nous dire qu'est-ce qui va se passer ce week-end. C'est les portes ouvertes de la Maison Moine, c'est bien ça? Eh bien, il y a une quarantaine d'exposants, donc tous des artisans qui viennent montrer leur savoir-faire et qui vendent aussi leur savoir-faire. Et pour nous, c'est l'occasion aussi de mettre en avant nos produits, attendu que nos produits issus de la rhubarbe ne sont jamais vendus en grande surface, et à l'instar de Fabienne, le même système. Et donc, les gens viennent à la maison et les quarts de touristes viennent. Et là, ça va motiver quand même déplacer beaucoup de monde. Bon, c'est des manifestations de plein air. Le côté météo est quand même... il y a des interrogations, mais des risques... Mais il fera beau ce week-end. Oui. On va dire qu'il fera beau ce week-end. Mais oui, forcément. Nous sommes des moines, nous prions pour avoir le bon temps. Michel, le produit phare, c'est lequel? Le Crayon des Vosges. Le Crayon des Vosges. Crayon des Vosges qui avait fait l'objet d'un reportage. Et mes fils avaient fait venir un meilleur sommelier de France qui a développé vraiment des attendus vis-à-vis du crayon, de notre crayon. Et cet homme-là, c'était le chef sommelier de l'hôtel de Crayon à Paris. Une belle histoire. Il faudra revenir pour qu'on puisse continuer à en parler. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci. Belle saison à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt.